Bonsoir Philippe Charrier. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le nouveau PDG d'Orpea, nommé après le limogeage de votre confrère Yves Lemann. Votre groupe, leader mondial des maisons de retraite, fait l'objet d'accusations extrêmement graves dans le livre de notre confrère Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Merci donc une nouvelle fois de prendre la parole ce soir sur BFM TV. Vous vous êtes exprimé brièvement ce matin, après avoir été reçu par la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées. Vous avez affiché un ton plutôt combatif, dénonçant des accusations infondées. Soyons précis, que niez-vous concrètement? Les mauvais traitements, les rationnements, le manque de personnel? La première chose que je voudrais dire, si vous permettez, c'est que nous comprenons parfaitement l'émotion des résidents, des familles et des collaborateurs qui lisent de telles allégations. Selon nous, elles ne correspondent absolument pas à la réalité de la vie quotidienne dans les EHPAD. C'est un métier d'humain à humain. Certes, il y a toujours des événements regrettables, très peu nombreux. Et notre volonté, c'est de clarifier ces choses-là pour avoir des réponses très précises. Vous nous dites qu'ils sont très peu nombreux. Je vous interromps. Les témoignages de familles ne cessent de se multiplier. Je vous propose d'écouter Madame Mayer, dont la maman est restée plusieurs heures, les jambes brisées, sans aucun soin, dans son lit dans un centre Orpea du Pré-Saint-Gervais. Et vous reprenez la parole, bien entendu, ensuite. Maman serait donc restée 24 heures avec les deux jambes cassées, dans d'ignobles souffrances, et personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Et il faut savoir en plus, parce que notre choix a aussi été, fait en fonction de cela, c'est que la Chanterelle était une résidence médicalisée, avec l'assurance d'un médecin présent en permanence et accolée à une clinique, avec un accès direct à la clinique. Quand j'ai demandé pourquoi on ne l'avait pas transporté plus tôt, d'abord pourquoi on ne nous avait pas avertis, et d'autre part pourquoi on ne nous avait pas avertis plus tôt, parce que, alors on nous a dit que parce qu'elle ne souffrait pas, parce que les personnes âgées ne ressentaient pas la douleur. Dixit, c'est exactement mot pour mot ce que la directrice de cet établissement m'a dit. Je vais porter plainte pour maltraitance, non-assistance en personne en danger et homicide involontaire. Les personnes âgées ne ressentent pas la douleur, Philippe Charrier? Non, je voulais d'abord dire que j'entends parfaitement ce qui m'a été dit, que nous allons investiguer tous les faits. Madame, vous pouvez me contacter directement. Ces faits vont être analysés profondément et on vous répondra personnellement. Première chose que je voulais vous dire. Voulez-vous répondre à ma question? Les personnes âgées ne ressentent pas la douleur, selon vous? Mais bien sûr que les personnes âgées ressentent de la douleur. Eh bien, ça fait du bien de vous l'entendre dire. Bien sûr, mais bien sûr, on ressent tous de la douleur. Comment quelqu'un peut dire ça dans un établissement de personnes âgées? Mais psychique aussi. Vous savez, nous avons 23 000 résidents dans nos EHPAD. Il peut toujours arriver un incident regrettable. Et quand il y a un incident regrettable, et nous le regrettons profondément, parce que chacun d'entre eux est douloureux, nous le signalons aux autorités de contrôle immédiatement, avant même de les avoir investigués. Nous les investiguons de façon très détaillée et nous prenons contact avec les familles pour leur expliquer précisément ce qui se passe. Vous savez que c'est la règle. Alors, vous savez que ce sont des dizaines de témoignages qui sont en train d'arriver les uns après les autres. Le gouvernement a diligenté 2 enquêtes. L'une d'elles sera menée par l'Inspection générale des affaires sociales. Vous contestez les faits rapportés de maltraitance ou d'absence de soins rapportés dans le livre de Victor Castanet dans son intégralité? Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages positifs, énormément. Nous avons reçu des centaines de témoignages positifs. Mais voyez-vous, ceux-là où on n'en entend jamais parler. C'est comme ça, c'est une crise, mais je voulais vous le dire. Maintenant... Pardonnez-moi, sur les faits de maltraitance, restons-y, parce que c'est quand même ce qui nous réunit ce soir, est-ce que vous dites ces témoignages sont infondés? Mais dans les cas qui ont été mentionnés dans le livre, j'hésite à parler des personnes parce que nous avons un profond respect pour les personnes, mais nous avons des faits qui montrent que les propos ne sont pas conformes à la réalité. On y viendra peut-être un peu plus tard. Mais vous avez des preuves? Est-ce que c'est ce que l'on doit comprendre ce soir? Que vous pourrez utiliser, par exemple en justice? Regardez, bien sûr, oui, la réponse c'est oui. Regardez, ça c'est le rapport que nous avons remis à Madame la Ministre ce matin, avec les réponses très précises à ces questions. Permettez-moi de vous donner un exemple, juste un exemple, pour bien situer la réalité qui nous entoure. On nous dit 2 biscottes au minimum le matin, la 3e, c'est trop. Donc,
problèmes de nutrition. La vérité, quelle est-elle? Ça n'est jamais arrivé? Ça n'est jamais arrivé? Mais non, pas du tout. Ça n'est jamais arrivé. Enfin, jamais arrivé. Si c'est arrivé une fois, j'en douterais. Mais la vérité, quelle est-elle? 45% des résidents, ou plutôt des personnes qui arrivent dans nos EHPAD, sont dénutris. 45%. Et au bout de 6 mois, 70% d'entre eux ont retrouvé une nutrition correcte. Voyez-vous, voilà, ça c'est la réalité de la vie quotidienne. Donc aucune restriction sur l'échange ni la nutrition. Ce sont des choses qui n'existent pas. Elles n'ont jamais été mises au compte-gouttes et utilisées au compte-gouttes. C'est impossible. Mais bien sûr que nous sommes Européens. Enfin, on n'agit pas comme ça. Nous sommes, nous, dans le soin, dans la bienveillance, dans le service. Jamais des choses pareilles peuvent arriver. Alors, un jour, il peut arriver qu'il y ait une rupture. Un jour, il peut arriver que la boîte de biscottes soit vide. Non. L'autre enquête qui sera menée par l'Inspection générale des finances concerne le système mis en place pour diminuer le coût et ces rationnements que nous venons d'évoquer. Tout cela, vous le contestez absolument? Alors, voyez-vous, non seulement... Notre confrère, pardonnez-moi, je le rappelle, évoque, lui, une gestion où les directeurs ne peuvent même plus diriger parce qu'elle serait gérée par des applications. Non, c'est... Nous ne sommes pas d'accord avec ces allégations, mais voyez-vous, plutôt que pardonnez-moi, vos directeurs ne gèrent pas leurs établissements avec des applications. C'est très important que vous répondiez à cette question. Tout à fait. La réponse, c'est non. Je vais vous donner un exemple précis sur l'échange dont vous parliez. Oui. Aujourd'hui, il y a 50% de commandes qui sont passées en plus des dotations. Et nous les acceptons. Nous les acceptons. Voilà. Donc, il n'y a pas ce type de rationnement. Mais pour être tout à fait clair... Je ne comprends pas ce que vous venez de me dire. Vous me dites aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passait hier? C'est ce qui nous réunit, vous le savez très bien. Aujourd'hui comme hier. Mais je vous dis simplement que quand il y a des demandes des établissements pour fournir plus de change, celles-ci sont autorisées même si elles dépassent le budget. C'est pas un critère. Donc pardonnez-moi, vous allez porter plainte contre l'auteur et son éditeur? Nous allons prendre toutes les mesures judiciaires qui s'imposent, bien sûr, mais permettez-moi de rajouter que nous venons de diligenter aujourd'hui 2 cabinets de réputation internationale de façon à vérifier indépendamment de nous et en toute transparence l'ensemble des allégations qui sont portées contre nos établissements. Ce sera fait. Et je suis très heureux que Madame la Ministre ait bien voulu multiplier les enquêtes à notre rapport. On va néanmoins écouter, si vous le voulez bien, mon confrère Victor Castanet, qui répondait à votre première prise de parole ce matin concernant les allégations. On a fait ce travail pendant 3 ans avec beaucoup de sérieux, avec des avocats, avec des témoignages des personnes qui parlent à visage découvert et des documents. Et effectivement, ça a été relu juridiquement et on fait très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Je pense que il prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Il y a une libération de la parole très très forte. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est à la fois des familles, mais c'est surtout, moi, les gens qui m'ont accompagné dans mon enquête. Je ne l'ai pas fait contre le groupe. Je l'ai fait avec des salariés d'Orpea. C'est des salariés d'Orpea à tous les niveaux qui sont venus m'alerter. Philippe Charrier, vous m'avez dit il y a quelques instants, ce soir je suis venu avec des preuves. Alors, si je comprends bien, ces preuves sont dans... Alors, oui, mais je vais vous répondre plus précisément. La première chose, c'est que c'est très bien de parler aux familles, aux résidents, d'identifier éventuellement des problèmes. On est dans l'humain. Voyez-vous, nous avons 70 000 collaborateurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au quotidien pour prendre soin des résidents. Alors, peut-être, permettez-moi de finir, peut-être avez-vous une question. Je prends une allégation. On nous dit un cadre de la société dégoûté par nos pratiques, je tairai son nom, a décidé de quitter l'entreprise. Voilà une allégation qui est faite. Moi, j'ai sous les yeux un email de ce même cadre qui nous propose ses services parce qu'il a monté sa propre société. Voilà, ça c'est un petit exemple, voyez-vous.
Je demande qu'une seule chose, ne pas être... Excusez-moi, c'est effectivement un petit exemple au regard des accusations dont vous faites l'objet. Et je pense que vous vous en rendez parfaitement compte. La question, c'est avez-vous des preuves formelles que les accusations sont fausses et est-ce que ces preuves, vous allez les utiliser et les publier d'une façon ou d'une autre pour qu'elles puissent être au minimum investiguées et faire l'objet de débats? Mais bien sûr, et nous sommes heureux de le faire, nous sommes heureux de collaborer avec les enquêtes publiques qui vont être prises. Nous ne demandons qu'une seule chose, voyez-vous, on demande à ne pas être condamné avant d'être jugé. C'est la seule chose. Et aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes largement condamnés avant d'être jugés. Dans ce cas, pourquoi avoir limogé votre prédécesseur? Parce que nous voulions mener... Parce que dans ce cas-là, vous accréditez ce qui se passe. C'est ce que vous pensez, mais je vous donne la raison. C'est ce que la logique impose. Je vous donne la raison. La raison, c'est que nous voulions mener une enquête parfaitement indépendante, que le conseil d'administration va étudier soigneusement, et pour assurer une indépendance totale, nous avons pensé que c'était une bonne chose. Voilà. Ça veut dire que si on parle, ce que vous m'avez dit depuis le début de cet entretien, de quelques erreurs humaines, il est infusible. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il ne s'agissait pas surtout de rassurer les marchés financiers après l'effondrement du titre en bourse? Et d'ailleurs, le titre a repris 10% après l'annonce de son limogeage. Non, en bourse, le titre a baissé après sa mise à l'écart. Dans un premier temps. Oui, a baissé. Il est remonté ensuite. Oui, bien. Le jour de son limogeage, le titre a baissé. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Alors maintenant, voyez-vous, le fait que M. Lehmann quitte ses fonctions ne dit en rien qu'il a une responsabilité. Nous le verrons à l'issue des enquêtes que nous menons. Et vous demandez à ne pas être jugé, alors que vous limogez votre président. Je ne voudrais pas répéter ce que j'ai dit précédemment. J'ai dit, si on veut mener une enquête totalement transparente, nous voulons la prendre en main nous-mêmes, d'où ma nomination. Je reste sur ce qui le concerne. Nos confrères du Canard enchaîné révèlent ce soir qu'Yves Lehmann aurait vendu des milliers d'actions 3 semaines après avoir appris la préparation du livre de Victor Castanet. Est-ce que vous étiez au courant? C'est une question qui touche M. Yves Lehmann, mais qui ne touche pas la société. Non, c'est une question qui touche le groupe. Par définition. C'est une décision qu'a pris M. Yves Lehmann qui ne touche pas le groupe. Bien sûr que nous avons été informés de ça, puisqu'il y a un rapport qui est remis à l'AMF pour toute transaction opérée par des dirigeants sur l'action du groupe. Donc, vous le saviez. Alors moi, je ne suis pas du tout, je vous le dis très simplement, spécialiste de ces questions, mais si cela est confirmé et donc vérifié, visiblement c'est le cas, après ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on peut parler ou soulever la question d'un délit d'initié? Eh bien, écoutez... les autorités examineront ce cas avec l'intéressé. Il a peut-être des bonnes raisons que je ne connais pas, mais je ne vais certainement pas le juger à la place des autorités. Sur le plan judiciaire, vous êtes sous la menace d'une action collective lancée par des familles de résidents. On parle d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger. Dans quel état d'esprit abordez-vous ces procès? Écoutez, avec sérénité et avec calme. Voilà notre état d'esprit. Nous sommes calmes. Nous allons examiner tous les cas précisément. Et je voudrais vraiment dire, de tout mon cœur, et c'est essentiel, qu'Orpea est une entreprise profondément humaniste. Que notre plus grand désir, c'est d'apporter les meilleurs services. Nous ne sommes pas dans un métier de la perfection. La perfection n'existe pas. Il y a parfois des imperfections. Quand elles existent, on les étudie et on informe les autorités de contrôle. Voyez-vous, on ne peut pas avoir une société qui emploie aujourd'hui plus de collaborateurs hors de France qu'en France, sans avoir, j'imagine, des services de qualité. Alors, vous étiez en tout cas connu comme les champions du monde de l'optimisation. Votre profession marge à 15% net, selon tous mes confrères qui connaissent très bien ce dossier. J'ai envie de vous poser cette question très simple. La dépendance est-elle un business comme les autres, Philippe Charrier? Certainement pas. La dépendance, c'est de l'humain. On est dans l'humanité, Moi, je parle avec des résidents, je parle avec des familles. C'est en aucun cas un business comme les autres. Oui, vous parlez d'un taux de profitabilité.
il est inexact. Le taux que vous montrez est profondément inexact. Alors bien évidemment, là encore, voyez-vous... Il est publié par nos confrères de l'opinion et l'un des meilleurs journalistes économistes français, Éric Le Boucher. Alors, permettez-moi de répondre, puisque c'est une allégation que vous faites. Très bien. Vous ne pouvez pas répondre à ça, alors que nous sommes dans 23 pays, que nous avons 5 métiers différents, et on prend un chiffre de profitabilité et on dit ça, c'est les EHPAD en France. Je vous dis, on est très loin de ce profit en France dans les EHPAD, très loin. Une dernière question, elle nécessite une réponse très simple. Combien de vos résidents sont partis ou ont annoncé leur intention de le faire depuis la sortie du livre? J'ai les chiffres de fin janvier, extrêmement peu, absolument. Quels sont-ils? On a la totalité, c'est qu'on est un peu en croissance. En France, on a à peu près l'équilibre entre les entrées et les sorties. Malheureusement, c'est terrible la question. Ma question n'est pas générale, c'est combien de résidents sont partis ou ont annoncé leur intention de le faire depuis la sortie du livre? Eh bien, il n'y a aucun mouvement. Oui, mais votre question, si on la revoit d'un point de vue humain, vous savez comment les patients, nos résidents sortent des EHPAD? Vous savez la réalité des choses. Ils ne sortent pas volontairement. Vous savez que c'est la fin de la vie. Alors, voilà. Alors, il y a des fins de vie tous les jours dans les EHPAD. Tous les jours. Vous comprenez? Je constate que vous ne pouvez pas répondre à ma question. Mais je vous dis, on n'a pas eu de départ. On n'a pas eu de départ volontaire. Pardonnez-moi, je n'ai pas été clair. Je ne constate aucun départ volontaire de résidents aujourd'hui. Merci Philippe Charrier. On attend bien entendu les suites de ce qui est pour l'instant un scandale et surtout de plus en plus d'informations de votre groupe dans les jours et dans les semaines à venir. Nous allons maintenant continuer d'évoquer la situation. Juste un bout, je peux, pour conclure? Ce sera une phrase, s'il vous plaît. Pour les résidents, pour les familles, pour tous nos collaborateurs, nous sommes absolument navrés de la situation. Nous sommes là pour tout faire, pour montrer notre professionnalisme. Merci Philippe Charrier.